c'est terminé. La Coupe du Monde est finie. L'Espagne est championne du monde face à l'Argentine. Bravo l'Espagne, félicitations. J'arrête de faire ma rageuse. J'arrête de faire ma supportrice française un peu rageuse. Bravo l'Espagne, bravo l'Espagne. Mais j'ai quand même un pincement au cœur pour ma petite équipe de France que j'ai suivie pendant 7 semaines. 7 semaines incroyables où on a pleuré, on a ri avec eux, on avait la haine aussi parce que on a voulu se battre contre les Paraguayens. Franchement, faut le dire. Sur le terrain, ça ressemblait du MMA. Mais moi, sur mon canapé, j'avais juste envie de rentrer dans l'écran et je pense pas être la seule d'ailleurs. On a ressenti tellement d'émotions. Pendant 7 semaines, on était avec eux, quoi. On était vraiment proches d'eux, on était avec eux. Et ils ont procuré tellement de joie aux supporters de foot et surtout aux non-supporters de foot. C'est ça qui est ressorti surtout de cette Coupe du Monde, c'est qu'il y a des gens des footix ou des gens qui connaissaient rien au foot, mais qui se disaient, mais depuis le 14 juillet, moi je suis en goumin depuis qu'on a perdu contre l'Espagne en demi-finale, alors que je connaissais rien au foot. Je savais même pas ce que c'était qu'un hors-jeu, ou un goal, ou un machin. Et je me suis prise, mais dans un truc pendant 7 semaines, où l'équipe de France, je la suivais tous les jours. Et je me suis grave attachée à eux. Je les aime trop. Voilà. C'est ce qui ressort surtout de cette Coupe du Monde, c'est que même les gens qui ne suivaient pas le foot, qui n'aimaient pas forcément l'équipe de France, qui connaissaient Mbappé, mais de très loin, eh bien, ils se sont pris au jeu. Pourquoi et comment surtout? Parce qu'on passe quand même de l'équipe de France de 2010 qui fait grève en Afrique du Sud à l'équipe de France 2026 avec plus de 5 millions d'abonnés sur TikTok, numéro 1 au classement FIFA jusqu'à aujourd'hui, mais surtout avec un soutien total des Français qui regardent le foot et qui ne regardent même pas le foot. Comment ils ont fait? Non, parce qu'il faut se rappeler bien que pour 2010, c'était chaud. 2011, c'était chaud. Eh bien, ce rebranding-là, c'est pour moi le plus grand rebranding dans le monde du sport moderne. L'équipe de France a réussi le plus grand rebranding du monde. Il n'y a même pas à discuter. Et pour moi, c'est un cas d'école qu'on devrait tous décortiquer, analyser pour comprendre comment ils ont fait. Et croyez-moi, vous ne regarderez plus du tout l'équipe de France de la même manière après cette vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter si on ne se connaît pas encore, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne. Moi, c'est Noémie et mon terrain de jeu, c'est la stratégie de marque et le personal branding. Autrement dit, comment les marques et les gens racontent une histoire, construisent leur image et créent de la valeur à partir de qui elles sont vraiment. Ce que vous ne savez pas encore, c'est que je suis une fan de pop culture, de musique, de sport. Si tu demandes le dernier épisode de Love is Blind, Love Island, ou le dernier défilé de Jacques Muse, je connais, je sais, je suis là. Et depuis plusieurs années, je me suis rendu compte que les meilleures leçons de marketing ne se trouvaient pas forcément dans des livres de 100, 200 pages, mais plutôt dans un vestiaire, sur un podium, dans un clip vidéo, avec des chanteurs, des chanteuses, dans la télé-réalité, bref, partout. Parce qu'on peut autant apprendre en Coupe du Monde que dans un livre de marketing. Et je suis là pour vous prouver. Let's go! Maintenant qu'on se connaît, on peut rentrer dans le dur. Et avant de parler de la remontée d'équipe de France, on va parler de la crise. Et là, pour les personnes qui ne suivent absolument pas le foot, c'est le moment gossip. C'est le moment gossip qu'on adore dans le foot et dans le marketing. Parce que la chute de l'équipe de France en 2010 à Nice, ce n'est que l'apothéose. Il s'est passé beaucoup de choses avant et je pense que c'est beaucoup négligé. Je sais que le reportage Netflix est sorti sur 2010 avec les acteurs principaux qui étaient présents dans ce reportage, mais on oublie souvent de dire comment ça a germé tout ça, parce que c'est pas arrivé d'un coup, ce n'est pas arrivé d'un coup. Donc l'équipe de France est championne du monde en 98 et championne d'Europe en 2000. Tout va bien, on est tous contents. 2 ans plus tard, il y a la Coupe du Monde en Corée du Sud et au Japon, et on est là. Pourquoi on va avoir peur? On est les meilleurs, non? On est les meilleurs, on a Zidane, on a machin, on a tout, tatati. On est les meilleurs, on va gagner, trop bien. Coupe du Monde 2002, l'équipe de France est éliminée au premier tour. On perd contre le Sénégal. D'ailleurs, première équipe africaine à battre l'équipe de France et à passer en 16e de finale. Donc, on perd. C'est très sale.
l'équipe de France ne comprend rien, surtout qu'il y avait énormément de budget, énormément de marques qui s'étaient mises derrière l'équipe de France. On avait même droit sur TF1 à 3 mois de chansons de Johnny Hallyday, on est champion. Ah, ça c'est pour mes milléniaux qui se souviennent du harcèlement auditif sur TF1 là, de cette chanson que je ne chanterai pas. Puis arrive 2006, où l'équipe de France a un nouveau coach, un coach un peu bizarre, mais on prend, qui était Domenech, avec des nouveaux joueurs, donc je pense à Ribéry, avec aussi des anciens joueurs, dont Zidane qui fait son retour de la retraite, et qui vient du coup aider l'équipe de France avec Makelele, Vieira, Thuram aussi était là. Bref, on se dit, bon, on peut pas faire pire que 2002 de toute façon, donc why not rappeler tous les anciens. Donc on se dit, on peut pas faire pire que 2002, donc why not après tous les anciens, et puis voir derrière si ça marche. Hein. Ça marche, étonnamment ça marche. On arrive en finale en 2006, et des illusions encore une fois. Zidane donne un coup de bourre à un joueur italien, on perd au tir au but. Voilà, éliminé. On perd en finale. Et en plus de ça, il y a les chansons Zidane il a frappé. Il y a une remise en cause sociétale de Zidane. Pourquoi il a donné ce coup de bourre? On va jusqu'à ses origines, on remonte à Marseille, on traverse même la Méditerranée pour aller sur un autre continent pour expliquer peut-être pourquoi il était aussi violent. Trezeguet, qui était héros en 2000. Et du coup, maintenant, un 0 en 2006 avec des chansons qui se moquent de son tir au but raté. C'est n'importe quoi. Donc, l'image de l'équipe de France, là, est complètement un peu brisée. Elle est un peu brisée quand même. Les gens ont un attachement à l'équipe de France, mais c'est chaud. C'est chaud. Et là, arrive 2010. Non, là, c'était fini. 2010 avec Domenech qui choisissait ses joueurs selon leur signe astrologique. Beaucoup de méfiance, du public auprès des joueurs. Ça, c'est très important. Les gens doutent beaucoup de la capacité de l'équipe de France. Donc, c'était une équipe de France qui arrive en Afrique du Sud avec énormément de doutes, peu de soutien, et ça va pas du tout. La fédération est perdue, un coach perdu, des joueurs perdus, ce qui fait ni ça. Voilà, un communiqué de presse devant le bus, grève des joueurs. Une de l'équipe avec un joueur qui aura insulté le coach. C'est chaud. Et puis après, derrière, il y a toutes les politiques qui arrivent. La ministre des Sports qui va voir les joueurs en pleurant devant eux, je sais pas quoi. Le président qui s'en mêle, le gouvernement qui s'en mêle. Là, ça va plus. Et bien sûr, on est éliminé au premier tour. Mais ça, c'est rien, ça. Parce que ce qui se passe en France, c'est encore pire. Donc, du coup, on cherche des coupables. Et là, ça va plus du tout. Ce n'est pas juste un bad buzz, on assiste vraiment à une crise de marque. Donc une crise de marque, c'est le moment où une marque ne perd pas seulement la confiance du public, elle perd sa désirabilité. Les gens ne veulent plus s'y associer, même si le produit existe encore. Bref, vous l'aurez compris, il n'y a plus rien qui va. C'est la débandade en équipe de France, plus personne ne veut être associé. Là, c'est bon. Et donc tu ajoutes après l'année suivante, où sort l'histoire des quotas ethniques. Donc c'est post-Nissa, et tout ce que trouve la fédération à faire, c'est des quotas ethniques au sein des sélections jeunes. Je sais même pas quoi dire. Donc une institution censée rassembler les Français fait une distinction entre Français. Et encore une fois, on est encore dans la crise de marque, parce que là, ça va pas du tout. Là, les Français qui soutenaient encore l'équipe de France se disent non mais... hein Et puis les années suivantes, on arrive bien sûr aux histoires de violence, de harcèlement, d'omerta au sein de la fédération, des clubs, des centres de formation. Bref, il n'y a absolument rien qui va. Les femmes qui témoignent, les affaires qui s'accumulent, c'est juste pas possible. Et du coup, l'équipe de France, et par rejet la fédération, semble un endroit de moins en moins rassurant. C'est grave, c'est réel, et toutes les victimes méritent d'être écoutées, aidées, et on mérite de mettre toutes ces personnes-là en prison. Voilà. Je ne suis pas du tout là pour minimiser les victimes. Ce que j'analyse ici, c'est comment une institution publique
a tenté de reconstruire sa crédibilité publique. Et petit spoiler, la création de contenu ne suffit pas quand les actes ne suivent pas. Mais revenons au branding. Parce qu'au-delà des scandales, il y a une chose qui s'est passée, c'est que les Français n'aiment plus l'équipe de France. Voilà. Ils n'aiment plus l'équipe de France, ils ne la suivent plus, ils ne la comprennent pas. Trop archaïque, trop institutionnel, trop de secrets, trop flou, trop et pas assez. Et donc les gens suivaient l'équipe de France parfois avec ironie, c'était surtout pour se moquer, avec honte. Les gens ne voulaient même plus se balader avec le maillot d'équipe de France. Et une marque que les gens n'aiment plus, c'est une marque qui est morte. Peu importe s'il y a des victoires ou pas, la marque est morte. Alors du coup, comment on peut réparer tout ça? Eh bien la première règle, on n'efface pas, on recontextualise. Parce qu'effacer, ça ne marche pas. Et ça, je répète, il y a des gens qui ont essayé d'effacer ce qui s'était passé. C'est revenu comme un boomerang. C'est même un peu l'effet Barbara Streisand. Parce que les gens ont de la mémoire, Internet n'oublie rien. Donc, faire comme si c'était rien passé, c'est vraiment la pire stratégie à mettre en place. Et ce qu'a fait la fédération, ça a été très malin, c'est de construire un arc narratif. Un arc narratif, c'est la structure narrative d'une marque dans le temps. Un avant, un tournant clair et un après. L'histoire ne commence pas à zéro, elle repart de plus bas. Donc on a cette équipe avec les histoires de Nissa, les histoires aussi avec certains joueurs, avec des mineurs. Il n'y a rien qui va. Le harcèlement à l'intérieur de l'équipe de France entre joueurs, sur les fédérations. Si on fait un gossip équipe de France, c'est too much. L'image de l'équipe de France, c'est n'importe quoi. Et donc, pour sauver cette image, pour construire cet arc narratif, il faut un homme providentiel. Et cet homme providentiel, c'est Didier Deschamps. Didier Deschamps, c'est l'ancien capitaine de l'équipe de France 98 et 2000 qui est devenu entraîneur et qui a entraîné l'équipe de Marseille et a remporté avec Marseille la première, et j'espère pas la dernière, mais bon, vu comment c'est parti, le premier trophée, de champion de France. C'est important de souligner parce que Marseille, l'Olympique de Marseille, c'est le chaos aussi. Et si un homme comme Deschamps a réussi à Marseille, pourquoi ne pas le tester en équipe de France? Et c'est ce qu'avait besoin l'équipe de France. D'un homme providentiel comme Didier Deschamps, qui est discret, qui est sobre, qui est travailleur et qui la joue collective. Il ne fait pas de grandes déclarations, il n'a pas besoin. À lui seul, son physique, sa présence, sa prestance incarnent le renouveau en équipe de France. Il incarne en lui-même la rigueur. À chaque conférence de presse, à chaque interview, il envoie le même signal. Ici, c'est un groupe, pas de place pour les égos. Et ça change complètement de 2010. Ce que met en place aussi la fédération, c'est une constance dans le message. Et c'est complètement exact d'opposé de 2010, où justement, il n'y avait pas du tout de message cohérent dans la fédération, puisque 2010, Domenech part avec un communiqué de presse écrit par les joueurs. Il lui a même dit que les joueurs ne l'ont pas écrit, parce que c'était trop bien écrit. Ensuite, derrière, on a un joueur qui arrive en conférence de presse en disant que ouais, il va trouver la taupe. Il cherche la taupe, il va trouver la taupe, comme si on était au loup-garou ou dans un tribunal, alors qu'on est juste là pour jouer au foot et assister à une compétition. Bref, c'est n'importe quoi. Et en plus, si tu rajoutes les magazines, les journaux, les journalistes, les politiciens, tout le monde parle, c'est confus. Deschamps, il arrive et dit hey, c'est fini tout ça. Un message clair, constant, précis. Et en parallèle à ce premier mouvement-là, la fédération ajoute un deuxième pilier à son renouveau. Ils utilisent la diversité comme pilier narratif. Donc on ne va pas, contrairement à ce qui a été utilisé dans les dernières années, la diversité dans les médias qui était critiquée en équipe de France, avec, on se souvient, les quotas ethniques, on se souvient de la remise en cause de certains joueurs qui avaient la double nationalité. Non, pas du tout. On va laisser les joueurs parler d'eux-mêmes, de leurs origines, de là où ils viennent, de leur ville, de leur région, de leur pays d'origine. Donc on a par exemple Pogba qui nous raconte son quotidien avec sa mère et qui nous invite même chez sa mère pour manger, pour danser. On voit sa famille, il nous parle de ses origines. On voit aussi Upamecano qui nous partage du coup son combat contre le bégaiement et le harcèlement qu'il a subi à cause de ce bégaiement-là et que je trouve par contre très touchant. Et après, on a derrière des personnages comme Kanté, qui reste Kanté, voilà, qui est discret, qui fait son travail, qui est là pour travailler. Voilà, donc il y a toutes ces personnalités-là et on a en face de nous une génération qui s'assume. Cette génération est sans com',
sans filtre. Et en 2018, cette authenticité-là, eh bien, c'est gagnant. Parce que le public ne croit plus aux marques qui se construisent artificiellement, bien au contraire. Le public croit aux marques qui se révèlent. Et en créant cette authenticité-là, ça crée aussi un lien avec le public. Finalement, on n'est pas si différents. Et bien sûr, ce qui ajoute tout ça, c'est en plus en 2018, la victoire de la France à la Coupe du Monde en Russie, où après, derrière, eh bien, avec tout ça, ces personnalités, l'arc narratif qui a été mis en place, eh bien, ça explose. On voit très bien, 2018, les gens s'en souviennent encore. C'était trop bien, surtout avec Brigitte Dream après qui avait sorti sa chanson Ramener la coupe à la maison. Champion! Mais ce qui ressort surtout pendant cette Coupe du Monde 2018, un joueur, Kylian Mbappé. Quand Kylian Mbappé est arrivé en équipe de France, c'est le brand ambassadeur que devait avoir l'équipe de France. On a eu Zidane en 98-2000, et bien à partir de 2018, cet ambassadeur, c'est Kylian Mbappé. Si l'équipe de France est la marque mère, Kylian Mbappé est le produit phare qui est lui-même devenu une marque. Avec son propre univers, ses propres codes, sa propre audience qui dépasse largement le cadre du football. Et son récit à Kylian, son personal branding, son arc narratif, aucune agence n'aurait pu le créer. Et c'est justement pour ça, parce que son vécu à Kylian, son branding, c'est qu'il n'est pas écrit, il est vécu. On a vu cet enfant, on a vu cet adolescent ridiculiser l'équipe d'Argentine sur le terrain. On l'a vu marquer des buts, on l'a vu être le meilleur joueur. Et surtout, c'est quelqu'un qui vient du 93, d'Île-de-France, avec une famille recomposée, pas forcément dans un parcours d'élite balisé depuis l'enfance. Puis il incarne vraiment cette réussite. Comme Zidane, lui aussi vient des quartiers populaires. Et comme Zidane, il a réussi là où tout le monde pensait qu'il échouerait. Il représente la France multiculturelle, périphérique, connectée. Et puis surtout, il a 19 ans, champion reconnu par les plus grands champions comme Pelé, qui vient dire que c'est lui son héritier. Et c'est déjà dingue d'avoir cette reconnaissance à 19 ans. Et cette puissance et cette force qui nous rend impossible de détester. Kylian Mbappé, c'est la success story de l'équipe de France. C'est vraiment l'opposé de tout ce que l'équipe de France a voulu mettre en place depuis 2010-2011. Il incarne ce renouveau, ce nouvel arc narratif. Et tout cela, on appelle ça le brand halo effect. C'est un phénomène par lequel l'aura d'un ambassadeur ou d'un produit phare rejaillit sur toute la marque mère. Son capital devient votre capital. Car à chaque fois que Kylian Mbappé marque, gagne, c'est l'équipe de France qui gagne. Il fait une super performance avec ou sans maillot d'équipe de France. Sa performance, son aura rejaillit automatiquement sur l'équipe de France. Et de ce fait, la marque bleue monte en désirabilité. Son récit ne vogue pas la vedette du collectif, il le nourrit. Et c'est ça en fait le brand halo effect. Et puis on a une autre partie du brand halo effect. Tout ce qui était stigmatisé chez les joueurs. Leur origine, leur milieu social, leur façon de parler, leur façon de danser, leur façon d'être, eh bien ça devient désirable. Et là, on assiste à un repositionnement culturel total. Donc on prend un capital symbolique indésirable et on le fait monter dans la hiérarchie désirable sans pour autant le dénaturer. Et comme je vous disais, donc les joueurs sont très fiers de leurs origines, sont très fiers du parcours de leurs parents en France, de leur parcours à eux en France. Pour ceux qui ont des parents qui sont nés à l'étranger, ils sont très très fiers d'être français, ils sont très fiers de venir des quartiers populaires et ils sont très fiers de leur ascension, que ce soit footballistique, personnelle. Et comment rendre ces footballeurs à nouveau désirables ? Eh bien, tout simplement en les transformant en icônes de la pop culture. Et pour ça, on les a laissés être eux-mêmes. La fédération a décidé de les laisser être eux-mêmes avec le fameux rituel d'arrivée à Clairefontaine. Alors, petit moment gossip aussi. Avant le rituel d'arrivée à Clairefontaine, c'était juste, voilà, les joueurs ils sortaient en jogging, basket, jogging Reebok, peu importe le sponsor de l'équipe de France, Nike, Adidas, grosse basket, grosse running, grosse chaussettes, casquette vite fait, on faisait coucou à la caméra et on rentrait. En fait, même les journalistes, on n'avait rien à faire de leur arrivée. L'équipe de France, on s'en foutait qu'ils arrivent comment, pourquoi. Mais ça a été révolutionné par l'arrivée d'un joueur, Jules Koundé, qui a décidé d'en faire son podium de Fashion Week. Tout simplement. Et en mettant en évidence son goût pour la mode, pour le luxe, pour la haute couture. Et notamment une arrivée qui a fait jaser lorsqu'il est arrivé en jupe au rassemblement d'équipe de France. Tout le monde se moquait de lui. Tout le monde se moquait de lui en disant « Ouais, mais pourquoi il arrive en jupe ? Pourquoi il arrive avec des vêtements haute couture ?»
pour que quelques mois plus tard, chaque joueur décide de refaire aussi ressortir leur personnalité via les vêtements, via l'accoutrement, lors de l'arrivée à Clairefontaine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'arrivée à Clairefontaine est un événement mode attendu. Et donc les médias ne parlent plus seulement de tactique, là on parle de streetwear. Et quand on parle de streetwear, on s'adresse aussi à d'autres médias. Donc les médias mode, fashion, gossip. Les joueurs, en exprimant leur individualité, ont permis à la marque Bleu de s'exporter dans d'autres médias. Et surtout, l'arrivée du luxe en équipe de France qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Dior qui a décidé de prendre en Algérie Kylian Mbappé. Et surtout, Jacques Mus qui s'est associé à Nike pour nous sortir des maillots pour la Coupe du Monde 2006 qui sont incroyables. Moi, en tout cas, j'ai la rage parce que je n'ai pas pu en avoir un. Je me suis prise trop tard. Donc, ceux qui les ont profités, si Nike m'entend ou Jacques Mus ou la Fédé, pitié. Ressortez ces maillots. Pitié. Dites-moi en commentaire aussi si vous voulez ces maillots, j'en peux plus, je les veux. Et donc là, on assiste à un co-branding de prestige. Là, on sent que la marque France, équipe de France, est montée d'un cran. Et surtout, on ne demande pas aux joueurs de faire semblant puisqu'ils ont des produits de luxe. Ils sont sponsorisés, ils travaillent avec des marques de luxe. On ne leur demande pas de faire semblant, de se dénaturer. On leur dit, mais continuez à être vous-même. Continuez surtout d'être authentique. En 2010, on reprochait à certains joueurs de ne pas ressembler à une certaine idée de la France. Et en 2006, des maisons qui incarnent l'exception française signent des contrats avec eux. C'est le rebranding le plus radical que j'ai jamais vu. Mais si je vous parle de tout ça aujourd'hui, c'est que la fédération a encore ajouté un arc, la touche finale à tout cet arc narratif de rebranding. Et c'est vraiment quelque chose que peu de gens ont analysé, mais moi je suis là du coup pour qu'on analyse ça ensemble et qu'on les décortique vraiment parce que pour moi c'est le point final au rebranding de la Fédération française de football et son équipe de France de foot masculine. Parce qu'ils ont gagné les batailles sur le terrain, c'est super, on est numéro 1 FIFA, champion du monde, vice-champion du monde en 2022, c'est génial, mais il y a une autre bataille qui devait être gagnée et c'est la bataille numérique. Et le premier axe, c'est TikTok comme moteur d'audience internationale. Ce mondial s'est imposé comme l'édition la plus digitalisée de l'histoire de la compétition. Des millions de vidéos, des hashtags en pagaille, des montages, des edits de partout. On a été servi, on a bien mangé pendant ces 7 semaines. Et dans ce flux de contenu, l'équipe de France a réussi à sortir son épingle du jeu, en attirant notamment des fans non français. Et donc on a eu des supporters indonésiens, brésiliens, chinois, coréens, et j'en passe, qui faisaient des montages, des edits sur l'équipe de France, sur la relation Mbappé-Olysée, sur Cherki, sur Doué, sur Barcola, sur Dembélé, sur Upamecano, sur Saliba. Bref, allez seulement sur TikTok et vous allez voir tous les edits qu'il y a. Je soupçonne même une K-popisation pour certains joueurs de l'équipe de France, mais l'équipe de France est partout et c'est mondial. Ces supporters-là ne regardent pas l'équipe de France que pour le foot, mais ils sont là surtout pour soutenir leurs joueurs préférés. Et ils suivent le parcours de l'équipe de France, de ces joueurs, comme on suit une série sur Netflix. Et tout ça, pourquoi? Comment? Eh bien, parce que ces personnes-là, ces supporters, maîtrisent les codes de TikTok. Donc, on a l'utilisation des sons trends, l'autodérision, le focus sur les coulisses et tous les mimes internet qui pullulent, comme le Kylian Dictator. En bref, l'équipe de France n'est plus juste une équipe nationale, mais c'est devenu un média de divertissement mondial. Et ça, la fédération l'a bien compris et en a joué pendant toute cette Coupe du Monde en utilisant l'expansion d'audience. Stratégie par laquelle une marque élargit sa cible au-delà de son public naturel en parlant à une pop culture universelle. Et le deuxième axe, c'est celui qui m'a le plus impressionné, ce sont les vlogs YouTube. Si vous êtes une marque en 2026, si vous voulez voir l'avenir du brand content, posez-vous devant la chaîne YouTube de l'équipe de France de football. Moi, personnellement, je vais vous dire, j'ai passé toute cette Coupe du Monde à regarder les vlogs de l'équipe de France. J'ai kiffé voir l'équipe de France. Pourquoi ça marche? On casse le 4e mur, on ne voit pas des stars millionnaires inaccessibles, on voit au contraire des potes, la Gen Z qui rigole, qui s'amuse, qui danse, qui joue aux cartes, qui stresse, qui vit, bref. On voit un groupe vivre. C'est du storytelling de premier ordre. Je vous en avais parlé dans mes autres vidéos. Le storytelling, c'est
l'outil le plus important. Ça nous permet du coup de storytelling de créer du coup du lien avec les joueurs, de rentrer dans leur intimité et de les comprendre réellement et de créer un vrai attachement. On ne force pas les gens à aimer l'équipe de France, on nous invite dans leur quotidien pour créer un lien affectif indestructible. Bon, résultat, on suit une équipe, on s'attache à eux, on s'attaque aux personnes, aux personnages et au groupe et on veut juste qu'ils gagnent, qu'ils y arrivent, comme dans une série. Et parce que cette chaîne, ce n'est pas que du frivole, c'est aussi du sérieux, n'est-ce pas? Je vais vous conseiller, si vous êtes un club, une fédération ou un ou une athlète, les points à mettre en place pour construire votre marque. Point numéro 1, prendre le contrôle de votre propre marque. La fédération a maîtrisé de A à Z sa communication en ne laissant pas les médias communiquer pour eux, mais justement en maîtrisant tous les canaux de communication, ils ont pu communiquer, eux, leur vérité. Et surtout, ils ont empêché des médias comme l'équipe, qui en 2010 avait publié une mensongère, de détruire cette unité en équipe de France. D'ailleurs, l'équipe ne s'est jamais excusée. En numéro 2, les coulisses sont vos meilleurs amis. Les gens ne veulent pas seulement voir des résultats, ils veulent connaître le joueur, connaître l'équipe, connaître la fédération et voir de l'humain. Ils veulent voir le processus par lequel un sportif devient un sportif de haut niveau, comment il monte en compétence sur certaines habilités. Et donc, un vlog de vestiaire crée beaucoup plus d'attachement qu'une conférence de presse qui est très froide, qui est très cadrée. En 3, vos joueurs sont vos marques, traitez-les comme tels. Donc, Cherki, qui a bien amusé du coup les vlogs de l'équipe de France ainsi que sur TikTok, eh bien, la fédération a compris que chacun des joueurs avait son rôle à jouer. La fédération a bien compris que chaque joueur avait son propre univers, sa propre audience, et les mettre en lumière individuellement rejaillit sur la marque mère, qui est donc la marque équipe de France. En 4, pensée globale dès le début. Les contenus sur les réseaux sociaux, sur l'équipe de France, sont consommés en masse hors France. Et ce n'est pas accidentel, c'est le résultat d'une stratégie qui a été mise en place et qui part à une pop culture multiculturelle, universelle et surtout une population jeune. Et enfin, le point numéro 5, la cohérence sur la durabilité est irremplaçable. Ce rebranding n'a pas pris 6 mois. Ce rebranding a pris 14 ans. Et c'est précisément parce que le message a été constant pendant ces 14 ans que le rebranding a pu être aussi puissant aujourd'hui en 2026. Mais vraiment, il n'y a pas de raccourci dans le rebranding, il faut prendre son temps. Aujourd'hui, une fédération qui ne mise que sur les résultats est une fédération en danger. Les sponsors ne veulent plus simplement un panneau publicitaire, ils veulent qu'on incarne des valeurs, de l'authenticité et de la pertinence culturelle. En devenant une marque de la pop culture attractive, les Bleus ont sécurisé pendant les 10 prochaines années leur sécurité financière et leur attractivité. Donc le storytelling, c'est pas juste mentir ou inventer une histoire, bien au contraire, c'est choisir quel angle de la réalité on choisit de valoriser. Alors ce qui s'est passé entre aujourd'hui et Nissa, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de la magie, c'est de la cohérence, c'est beaucoup de travail et c'est une vision tenue tout le long du processus. Et une vision qui a été tenue et ferme à travers les différentes crises, les différents résultats négatifs de l'équipe de France. Et c'est exactement ce que toute marque sportive ou non a besoin. La fédération a décidé de ne plus incarner cette institution floue et austère et un peu bizarre. Au contraire, ils ont décidé d'incarner justement leur époque vibrante, stylée, digitale, connectée et transparente. Mais dites-moi en commentaire pour vous quel joueur qui a le meilleur personal branding ou branding en équipe de France. Moi, j'ai déjà mon idée. N'oubliez pas de liker et de mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner pour ne rater aucun décryptage. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo pour injecter un peu de sérieux dans votre frivolité préférée. Bye.